Il y a 6000 ans, une forêt enveloppait la plaine centrale d'Europe, des Carpates jusqu'à la mer Baltique. Seule une petite partie de cette immense forêt est restée intacte. Créé en 1932, le parc national de Białowieża, classé patrimoine mondial de l'humanité, protège les 163 000 hectares de cette forêt primaire, descendante directe de la forêt préhistorique. Ici, rien n'a changé. La faune et la flore vivent en équilibre depuis toujours. Les hommes ont décidé de laisser ce havre de paix aux bisons, cerfs, chevreuils, loups, arbres, sans intervenir dans leur monde. Le musée de la nature et de la forêt se trouve à l'entrée de la réserve. C'est le plus ancien musée des parcs nationaux polonais. Il propose une visite guidée des différents biotopes de la forêt et une salle d'exposition. Il se trouve au cœur d'un bâtiment moderne composé d'une partie hôtelière et d'une autre administrative. Cet ancien manoir de chasse transformé en palais sous le règne d'Alexandre Ier fut presque entièrement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. La maison de la forêt fut construite sur les ruines de l'ancien bâtiment entre 1999 et 2003. Il reste des traces de l'époque du tsar. Des ensembles de maisons, dépendances et jardins qui donnent l'impression d'une ancienne cité fantomatique. Elle garde depuis la nuit des temps les vestiges d'un monde que l'homme n'a jamais touché depuis sa création. La dernière forêt primaire d'Europe. Le meilleur moyen de découvrir la faune de cette immense forêt est de partir à 3 h du matin, accompagné bien entendu. Alexander est l'un des guides qui la connaît le mieux. Ce loup solitaire passe la plupart de son temps dans les bois. C'est sa seconde maison. Il part en pleine nuit pour tenter d'apercevoir l'un des rois du parc national, le bison européen. Rencontrer cet animal n'est vraiment pas une chose facile. Il n'en reste que 500 dans les 1630 km² de la réserve. Le bison se déplace constamment. Il est imprévisible. Ce matin, Alexander a eu de la chance. Le plus gros mammifère terrestre d'Europe était là, paisible et libre. Il y a encore 1000 ans, les troupeaux de bisons parcouraient l'Europe entière jusqu'au Caucase. Malheureusement, ce molosse à bosse fut exterminé par la chasse, mais aussi par le défrichage et le développement des activités agricoles. En 1927, il n'y avait plus aucun bison sauvage en Europe. Il ne restait plus que 54 animaux qui vivaient en captivité, 29 mâles et 25 femelles. Sur les 54 animaux survivants, seuls 13 parvinrent à se reproduire en constituant le socle génétique de tous les bisons européens actuels. Tous ces bisons sont nés ici, à Białowieża. Au fil des ans, la population de bisons s'étoffe en zoo. Tant et si bien qu'à partir de 1952, les Polonais peuvent commencer à relâcher les animaux dans la forêt de Białowieża. D'autres réintroductions suivent, en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, en Russie et en Lituanie. Aujourd'hui, la population de bisons en liberté comprend 1800 individus. Les bisons participent activement à l'équilibre naturel de la forêt. Ils favorisent la dissémination des graines en les transportant sur leur pelage et dans leur bouse. Ces bulldozers à poils brisent les branches basses et les arbustes et arrachent l'écorce des arbres, créant ainsi des trouées qui permettent à la lumière de pénétrer jusqu'au sol. De nombreuses espèces peuvent alors repousser. Malheureusement, cette nouvelle population de bisons subit des dérives génétiques. Malgré tous les efforts des scientifiques, la consanguinité due au nombre restreint d'animaux qui sont à l'origine de ces bisons a fait disparaître une partie de leurs gènes.
La comparaison entre les squelettes des animaux actuels et ceux des animaux des siècles précédents fait apparaître certaines anomalies dans la population moderne. Slav est un autodidacte. Après de hautes études d'ingénieur qu'il a terminées en France, Slav est retourné dans le village natal de sa mère. Il connaît par cœur cette forêt où il a passé une bonne partie de sa petite enfance. Étant le seul Polonais à parler le français, l'administration du parc lui a demandé s'il ne voulait pas devenir guide. Après de nouvelles études sur la faune et la flore, Slav a passé avec succès le concours d'entrée pour devenir guide assermenté de la réserve. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'entrée du musée du parc national pour une visite guidée de la forêt. Le parc national de Białowieża emploie une quinzaine de guides assermentés, mais il n'y en a qu'un qui parle le français. Bonjour. Bonjour, C'est vous le français? c'est moi. Bonjour, moi c'est Slav. Bonjour Slav. Allez, vous êtes prêts pour faire une petite balade? On y va. On y va. On va traverser le parc. Parfois on voit même des cerfs qui se baladent d'un côté à l'autre de ce parc. Le parc est assez grand, Ouais. ça fait 47 hectares en gros. Donc il y a de la place pour eux. Un joint là-bas, ici, regarde, ça c'est des sangliers qui ont fait ça. Remuer cette terre pour chercher des vers à l'intérieur pour manger. Dans ce parc du Palais du Tsar, les arbres semblent avoir été plantés n'importe comment. En fait, il n'en est rien. Valéry Cronenberg, un paysagiste allemand, a conçu cet espace pour obtenir une symphonie des couleurs le plus longtemps possible. En automne ou au printemps, les arbres fleurissent ou prennent des couleurs mordorées suivant un ordre bien défini. Juste derrière le parc du Palais, il y a un espace dégagé qui mène vers la réserve. Il faut être accompagné par un guide assermenté pour pouvoir explorer cette partie de la forêt. Il est formellement interdit d'apporter avec soi des aliments. Seule l'eau est autorisée. Il est obligatoire de rester sur un sentier balisé qui fait une boucle de 5 km dans cette forêt unique en Europe. On va rentrer au Moyen-Âge. Voilà, on voit ici une seule activité de l'homme qui est permis à l'intérieur de cette partie de la forêt du parc national. L'homme n'intervient pas ici. C'est la nature qui règne. La seule chose qui est admise, c'est de couper les arbres qui sont tombés sur le sentier. Et on laisse le bois ici. Rien ne sort ni n'entre dans le parc national. La décomposition des bois morts permet la biodiversité. Dans le parc national, il y a entre 100 et 130 mètres cubes de bois mort par hectare. Regarde, tu vois cette trace? Tu vois cette ligne bien droite? C'est la foudre. Hein? La coupe est très nette, comme si tu avais une machette et schlac. Parfois, ça peut casser l'arbre complètement. Ça, c'est un vieux chêne. Jusqu'en 1888, les habitants des villages voisins pouvaient profiter des biens de la forêt. Par exemple, ils creusaient des trous à l'intérieur des grands arbres pour que les abeilles sauvages viennent s'y installer. Pour empêcher l'ours de manger leur miel, ils avaient installé un stratagème astucieux mais dévastateur. Ils accrochaient une plaque de bois au bout d'une ficelle pour obturer l'entrée de la ruche. De petits trous laissaient entrer les abeilles, mais pas la patte de l'ours. L'ours, quand il a grimpé, par exemple comme ça, là, hein, avec ses pattes, hop, 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 il est arrivé à l'auteur de cette ruche. Il était obligé, en se maintenant avec ses trois pattes, avec quatrième, pousser cette barre pour pouvoir mettre la patte à l'intérieur. Et il a poussé, il voulait mettre la patte, la barre revenait. Et comme ça, il tapait 2-3 fois le bras d'un ours. Lui s'est décroché d'un arbre, hein, et il tombait au pied de cet arbre. Et au pied de cet arbre, l'homme a mis des pics, malheureusement. En partie, on peut dire que voilà, de cette façon, on a aidé à faire disparaître l'ours de Puszta Białowieża. C'était seul prédateur pour le bison.
Stanisław fait partie des 8 gardiens qui travaillent aux eaux du parc. Il commence son service à 6 h du matin. La première chose à faire est de nourrir les pensionnaires de l'établissement. Chevreuils, sangliers, bisons, élans. En tout, une centaine d'animaux dans un parc de plus de 10 hectares. Ils viennent tous de la région et possèdent de grands espaces. Ce petit zoo familial permet aux touristes d'avoir un aperçu de la faune locale qui sont normalement invisibles, cachés dans les profondeurs de la forêt. Il est 8 h. Le zoo ouvre ses portes, laissant entrer les premiers curieux. Dès que l'on pénètre dans le parc, on peut observer des chevaux dits tarpons. Ces descendants des chevaux sauvages de la forêt ont été capturés et accouplés à des chevaux domestiques lors de la plus grande bataille du Moyen-Âge, qui a eu lieu à Grunwald en 1410. Ils sont dits tarpons car les vrais tarpons, ces chevaux qui venaient tout droit de la préhistoire, n'existent plus. Ces chevaux sont très caractéristiques de par leur couleur fauve et une raie visible le long de leur échine, de la tête à la queue. Extrêmement résistants, ils peuvent vivre dehors tout l'hiver sous des températures qui descendent jusqu'à moins 35 degrés. Seule une vingtaine de lynx vivent dans la forêt de Białowieża. Le plus gros chat d'Europe vit sur un territoire de 100 à 150 km². C'est un animal très économe. Il mangera la proie qu'il a tuée en plusieurs fois et n'ira chasser à nouveau que lorsqu'elle sera entièrement terminée. Le zubron est peut-être l'animal le plus surprenant du zoo. Ce bovin est en fait un hybride entre une vache domestique et un bison européen. Il fut créé pour la première fois en 1847. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs scientifiques pensaient que le zubron pourrait remplacer le bétail domestique. Il était moins sensible aux maladies et pouvait être élevé sur des terrains pauvres, sans aucune infrastructure d'élevage. À partir de 1958, des travaux sur les zubrons furent effectués par l'Académie des sciences polonaises dans divers laboratoires, notamment ici, à Białowieża. Au cours des 16 premières années d'expérimentation, 71 animaux naquirent, dont Filon, le premier zubron né d'une mère zubron, le 6 août 1960. En 1980, on se rend compte que le programme d'élevage fonctionne mal. L'économie de la Pologne ne se porte pas bien, les fermes d'État sont à la peine. Et par-dessus tout, on craint que les zubrons, croisés avec les bisons d'Europe, ne provoquent leur dégénérescence. Pour toutes ces raisons, on abandonne les recherches sur ce ruminant qui peut peser jusqu'à 1200 kg, contre 800 au maximum pour un bison adulte. Le parc national de Białowieża a pour mission de protéger toute la forêt dans son ensemble. Des personnes qualifiées contrôlent les eaux, les sols, la végétation ou encore la faune. Ici, rien n'est jamais abattu, semé ou bien défriché. Contrairement aux autres forêts européennes, elle n'a jamais connu d'implantation humaine massive, ce qui explique son exceptionnel état de conservation. Préservée depuis des siècles, la forêt dispose donc aujourd'hui de nombreuses espèces qui ont pour la plupart disparu ailleurs. La direction du parc national organise parfois des missions éducatives et préventives. Aujourd'hui, ils ont invité des scientifiques et des étudiants venant de différents pays européens. Ils se sont installés dans la zone protégée, sous la tutelle de Tomasz Pryzgocki, professeur à l'Université des sciences de Varsovie. Vous m'avez posé la question, pourquoi cette forêt est-elle si importante? Parce que c'est le seul endroit d'Europe qui possède ces conditions de préservation de toutes nos forêts. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent ici pour étudier et contrôler l'évolution de tous les aspects de cette forêt. Le sol, les plantes, les arbres, les oiseaux, animaux, absolument tout. Après avoir délimité un espace de travail, les étudiants vont mesurer la taille des troncs. Ces données seront ensuite récupérées pour étudier de près l'évolution de cette forêt primaire. Spruce 53 live. It's spruce, leaf spruce, Marco. 2 meters and 20 centimeters. À 2 pas de là se trouve une unité de recherche qui étudie en permanence la forêt et ses habitants.
L'Institut de recherche sur les mammifères est une unité indépendante de recherche et de développement de l'Académie polonaise des sciences. Elle fut fondée en 1952. Sa mission est d'acquérir, de développer et de diffuser des connaissances sur la nature et les processus naturels, afin de fournir un appui scientifique pour la conservation de la faune et de la flore. Depuis sa création, l'Institut a publié 23 livres et plus de 1400 articles scientifiques. Driss, il faut que tu jettes un coup d'œil à ces données. Cela fait 12 ans que Driss et Marcin étudient le lien qui unit la forêt aux ongulés qui la fréquentent. Aujourd'hui, ils partent vers une sorte de laboratoire à ciel ouvert dans cette forêt qu'ils connaissent bien. With Rafa with to Hanufka, you see quite a lot. That's quite funny. No, I'll stay. Ils ont créé différents petits espaces, dans des endroits où vivent les cerfs rouges. Un espace grillagé pour empêcher l'accès aux herbivores, et juste à côté un autre espace libre d'accès. Le but est de voir clairement quelle végétation résiste au passage régulier des bêtes. Dans l'espace protégé, des étudiants font chaque mois un relevé des différents arbres qui poussent et les mesurent pour définir le rythme de leur croissance. Leurs études ont démontré que la présence des animaux change la composition des espèces végétales. Dans les endroits principalement occupés par des cerfs, les charmes s'en sortent très bien, mais les autres espèces disparaissent. Tu as vu ce qui reste? Toutes ces branches ont été mangées. C'est un massacre. Un peu plus loin, il y a un autre espace protégé, mais cette fois-ci à l'abri de la lumière. Quelques arbres arrivent poussivement à grandir, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec la zone ouverte des sous-bois. La présence des cervidés a donc peu d'impact sur la flore à l'intérieur de la forêt. Nous retrouvons Slav, qui nous fait découvrir un prédateur minuscule mais dévastateur. Qui touche surtout l'épicéa, c'est Ips typographe. C'est tout petit insecte, mais qui est de 2-3 mm de grandeur, mais qui est capable de tuer milliers d'arbres. Tu vois, on voit ici, regarde en face et regarde ici par exemple. Hein. Tu vois là? Oui. Tu vois toutes ces petites galeries, oui. Des petites traces. C'est lui qui a fait. Ips typographe. Ça, ce sont ce qu'on appelle des pièges à cette Ips. Voilà comment ça se fait. Tu la vois là? Des tuyauteries. Et tu vois des petits trous par lesquels le mâle rentre à l'intérieur. Parce que dans ce récipient, on met phéromones d'une femelle. Ça les attire et une fois rentrés à l'intérieur par ces petits trous, ils ne peuvent plus s'en sortir. Ouais. Ça s'appelle différemment, ça s'appelle un autre. Le cerf rouge ou le cerf élaphe est un animal sédentaire qui vit sur un territoire délimité. Les biches et leurs petits préfèrent rester proches d'un sous-bois épais où elles peuvent facilement se cacher. Elles ne sortent dans les clairières que la nuit pour y chercher une alimentation plus conséquente. Généralement, elles restent sur une surface vitale assez réduite. Après son deuxième faon, la jeune femelle s'installe à proximité directe de sa mère. Elle ne la quittera plus pendant toute sa vie. Le jeune mâle quitte le giron familial au cours de la deuxième année de vie. Certains jeunes cerfs partent loin de leur territoire natal. D'autres semblent rester sur celui de leur prime jeunesse.
Une fois adulte, le cerf possède un domaine qui peut couvrir plusieurs milliers d'hectares. Mais ses déplacements montrent de fortes variations saisonnières. En période de rut, il restera près des biches, donc proche des massifs forestiers, alors que pendant la période de repousse des bois, il étendra son territoire et restera la plupart du temps solitaire. Ici, la principale régulation de la population des cervidés se fait grâce au loup. Ce matin, Alexander s'aventure sur le territoire des loups. Pour augmenter ses chances de les apercevoir, il a placé des morceaux de viande sur l'un de leurs passages favoris au milieu de la nuit. Chez le loup, c'est son odorat qui est le sens le plus développé. À plusieurs kilomètres, il peut sentir et reconnaître la nature de sa proie. Son odorat est 100 fois plus développé que celui de l'homme. Alexander connaît bien ses prédateurs. Il avance contre le vent en espérant que même si le loup sent sa présence, il sortira des sous-bois attiré par l'odeur de la viande. Et ils sont venus. Une meute de 6 loups, conduits par le mâle dominant. Le loup vit en société. La présence de ses congénères lui est indispensable pour assurer sa survie. Dans le groupe, le mâle dominant soumet le reste de la meute. Il mange en premier et peut espérer une descendance en choisissant sa compagne. Chaque meute délimite son territoire, qui atteint parfois jusqu'à 720 km². Jadis, le loup était le mammifère le plus répandu sur la planète. Il n'y a pas plus de 150 ans, il peuplait encore toutes les régions du Nord, l'Amérique, l'Europe, l'Eurasie, l'Arctique. Mais il fut chassé par l'industrialisation, détruit et repoussé dans quelques endroits jusqu'à sa quasi-extinction. En 1979, une convention européenne fut signée à Berne pour protéger le loup. Aujourd'hui en Europe, y compris dans la partie européenne de la Russie, il y aurait encore environ 18 000 loups, dont une centaine dans la forêt de Bialowieza. Dries et Marcin placent aujourd'hui des caméras à infrarouge pour étudier le lien qui unit les différentes espèces d'animaux et la flore. Ils savaient que la présence du loup dans la forêt réduisait considérablement le nombre d'ongulés. Mais ce qu'ont démontré les images tournées, c'est que la présence des canidés coupe l'appétit des cerfs. Ils ont déposé de l'urine d'un loup sur un endroit où, en principe, ils ne viennent jamais. La biche sent l'odeur du prédateur. Immédiatement, elle met ses sens en alerte et ne broute plus. C'est ce qu'ils ont appelé le paysage de la peur. Même chose pour les sangliers qui sentent l'odeur du loup. Ils détalent. Par contre, le bison, lui, reste stoïque. Les loups changent de territoire quand ils ne trouvent plus de nourriture. Ils vont alors chasser dans des clairières, car ils y trouvent du gibier. Tôt le matin ou à la tombée du jour, cerfs, chevreuils, sangliers et bisons y viennent souvent pour brouter l'herbe qui y pousse. Les cerfs ou les chevreuils, sentant leur présence, cessent alors de se nourrir et peu à peu quittent la clairière. Rapidement, de nouveaux arbres, ivres de lumière, se mettent à pousser et la clairière finit par disparaître, laissant la place pour une nouvelle forêt. Les animaux qui vivent ici semblent avoir compris instinctivement une chose que nous avons doucement oubliée. Leur survie dépend de la nature qui les entoure.
Les nombreux liens qui unissent plantes, arbres et animaux semblent avoir été créés pour que cette forêt unique puisse vivre encore une éternité.